Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce webinaire organisé par la Mission nationale Primo et le Centre régional en antibiothérapie des Pays de la Loire, un webinaire sur le thème du Clostridioides difficile. Donc, je me présente, je suis le docteur Willy Boutefol, je suis médecin généraliste. Je travaille donc au Centre régional en antibiothérapie des Pays de la Loire, avec également un temps sur la mission nationale Primo. Et je suis accompagné ce soir du docteur Cyril Lecomte, également médecin généraliste, qui est aussi sur le CRATB Pays de la Loire, et en coulisses de Sonia Thibault pour la gestion du chat, sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Bonsoir. Côté intervenant, nous avons le plaisir ce soir donc d'accueillir le professeur Frédéric Barbu, qui est microbiologiste au CNR Clostridioides difficile sur Paris, ainsi que le professeur David Boutoil, infectiologue et chef du service de maladies infectieuses et tropicales au CHU de Nantes. Avant de leur laisser la parole, on va commencer par un cas clinique et entrer tout de suite dans le vif du sujet. Un cas clinique, je précise, qui est authentique. Donc, vous accueillez en fait en consultation de médecine générale Madame C, 72 ans, qui vient pour diarrhée. Elle a comme antécédent une hypertension sous IEC, une obésité, un RGO avec la prise d'antiacides à la demande, et il est noté dans son dossier une notion d'allergie à la pénicilline. Madame C vous rapporte qu'elle a eu des soins dentaires il y a environ 2 semaines, avec au décours une mise sous clindamycine, du fait de cette suspicion d'allergie à la pénicilline, pendant une semaine. Elle dit que les diarrhées ont commencé à peu près 10 jours après la fin du traitement par clindamycine, avec une dizaine de selles par jour d'aspect très liquide. Quand vous l'examinez, il n'y a pas de signe de gravité particulier et assez logiquement, vous réalisez des coprocultures en précisant bien la recherche de Clostridioides difficile. Voici donc les premiers résultats que vous récupérez, donc des selles très liquides, type 7 sur l'échelle de Bristol. Déjà sur la recherche par amplification génique, on vous rapporte une recherche positive pour Aeromonas, avec le résultat, l'interprétation que vous pouvez lire ici, en faveur d'une gastroentérite à Aeromonas. Au niveau de la coproculture et notamment de la recherche de Clostridioides difficile, donc la recherche revient positive pour la détection de la bactérie, et par contre une recherche de toxines qui s'avère négative, avec donc en conclusion du microbiologiste détection du Clostridioides par amplification génique, absence de mise en évidence d'une production de toxines in vivo, à considérer comme une infection à Clostridium difficile en présence d'un contexte clinique compatible et en l'absence d'une autre étiologie pouvant expliquer la diarrhée. Cas clinique très bref, mais qui soulève plusieurs questions. Déjà, quand suspecter une infection à Clostridioides difficile? Comment en poser le diagnostic, notamment quand on a, comme c'est le cas ici, une discordance entre la recherche de toxines et la culture? Que faire quand on retrouve par ailleurs certains germes dont on a peut-être un peu moins l'habitude de prendre en charge, comme l'aéromonas ici? Comment prendre en charge, bien sûr, cette patiente? Et une question un petit peu subsidiaire, mais qui a quand même son importance, c'est de se poser chez cette patiente la question de la réalité de cette allergie à la pénicilline quand on voit les conséquences potentielles d'une pseudo-allergie à la pénicilline qui n'a pas forcément été prouvée. Évidemment, on n'abordera pas cette question, mais il me semblait important de le rappeler. On va tout de suite, du coup, passer la main au professeur Barbu pour le point de vue du microbiologiste. Voilà, merci beaucoup. Juste avant de peut-être de commencer les commentaires sur ce cas clinique, je souhaitais faire quelques rappels microbiologiques, cliniques et épidémiologiques sur les infections à Clostridioides difficile. On verra ensuite quelques recommandations générales pour le diagnostic avant de passer aux techniques et aux algorithmes de diagnostic qui sont actuellement recommandés. Et je terminerai plus sur un aspect microbiologique sur les pièges les plus fréquents qu'on rencontre dans le diagnostic des infections à C. diff. Donc, quelques rappels microbiologiques. Le C. diff, vous savez tous qu'il s'agit d'une bactérie à gram positif anaérobie qui présente deux caractéristiques. La première, c'est que c'est une bactérie qui est sporulée. La spore, c'est une forme de résistance qui va expliquer pourquoi on peut avoir des épidémies, notamment en milieu hospitalier, et également pourquoi certains patients ont une tendance à faire des récidives, voire des récidives multiples. Deux catégories de souches existent, des souches toxinogènes, qui sont les seules considérées comme pathogènes, qui produisent deux toxines habituellement simultanées.
une toxine A qu'on appelle entérotoxine, toxine B qu'on appelle cytotoxine. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart des souches produisent les deux toxines en même temps. Il y a un petit nombre de souches qui produisent que la toxine B, environ 5%, et certaines exceptionnelles qui ne produisent que la toxine A. Il y en a 5 décrites dans le monde, dont une en France. Et ces toxines vont en fait glycosyler des protéines qui interviennent dans la régulation des filaments d'actine des entérocytes, conduisant à une cytotoxicité, et elles ont également un effet pro-inflammatoire avec un recrutement de polynucléaires, mastocytes, macrophages et la libération de médiateurs de l'inflammation. À côté de ça, certaines souches sont capables de produire une troisième toxine, qu'on appelle la toxine binaire, qui agit presque de la même façon que les toxines A et B, mais de manière plus directe, puisque cette toxine binaire va modifier directement les filaments d'actine, conduisant également à une cytotoxicité. Cette toxine a été découverte par des Français, et à l'heure actuelle, on considère que 22% environ des souches qui produisent les toxines A et B produisent en même temps la toxine binaire. Et son rôle, on le verra, est considéré comme potentialisateur des effets des toxines A et B. Alors, d'un point de vue clinique, quelques chiffres à retenir. On a l'habitude de dire que Clostridioides difficile est responsable de pratiquement tous les cas de colite pseudomembraneuse qui sont diagnostiqués à l'endoscopie, comme vous pouvez le voir ici sur cette image d'endoscopie. Il est également responsable de 10 à 25% des diarrhées qui surviennent au cours, voire au décours d'une antibiothérapie. C'est le principal agent responsable de diarrhée nosocomiale, donc acquise chez les patients hospitalisés. Et également, et c'est une notion plus récente, il est responsable de diarrhée communautaire avec une fréquence qui oscille entre 1 à 3,5%. Ce qui complique un peu le diagnostic, c'est qu'il existe un portage asymptomatique, y compris de souches toxinogènes, estimé dans la population générale à 3%. Mais ce portage, il est beaucoup plus important chez les nouveau-nés à l'âge de 6 mois, puisqu'il va de 20 à 75%. Et ces nouveau-nés sont totalement asymptomatiques, ne présentent aucun signe digestif. Alors, ce qu'on redoute dans l'infection à Clostridioides difficile, c'est la survenue de complications, soit de forme très sévère, notamment une forme qui peut se compliquer de mégacolon toxique, voire de perforation ou de choc septique. C'est assez rare, moins de 5% des cas. La prise en charge est en général réanimatoire, voire chirurgicale, avec une colectomie de sauvetage réalisée dans 1% des cas. Et la deuxième complication, beaucoup plus fréquente, mais moins sévère, c'est le problème des récidives, puisque 15 à 25% des patients vont faire une récidive dans les 2 mois qui suivent le premier épisode, qui a été correctement traité. Et un patient qui commence à faire une première récidive a d'autant plus de risques de faire des récidives ultérieures. Alors, quel est le poids des infections à C. diff à travers le monde, au travers de la lunette des États-Unis, de l'Europe et de la France? Aux États-Unis, c'est un germe particulièrement bien connu et fréquent. On estime qu'il existe plus de 220 000 cas par an, 12 000 décès liés à l'infection. Et surtout, il s'agit du premier agent responsable d'infections associées aux soins. Il représente 12,5% de l'ensemble des agents impliqués dans les IAS. Et dans un document publié en 2019, que vous avez ici, le CDC a classé le C. diff comme une des principales priorités en matière d'antibiorésistance, même si le germe par lui-même n'est pas résistant aux antibiotiques, mais est une conséquence de l'utilisation des antibiotiques. Alors en Europe, la situation elle est un peu plus contrastée. Des données déjà anciennes estiment qu'il existe à peu près 120 000 cas d'infection à C. diff par an, avec 3% des patients qui décèdent directement de leur infection. Et lors de la dernière enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins, il arrive en 8e position parmi les agents responsables d'IAS. En France, on a des données, notamment par le biais du PMSI, qui montre qu'il y a à peu près 20 000 patients ou séjours de patients qui se compliquent d'une infection assez difficile, en tout cas qui mentionnent l'infection assez difficile, avec 9% des patients qui décèdent, et il est considéré comme le 9e agent responsable d'IAS. Je voudrais insister sur cette diapositive qui est assez nouvelle, qui a été publiée en 2024, pour vous montrer l'évolution des infections à C. diff, notamment aux États-Unis, entre 2011 et 2021. Vous avez en haut la courbe bleue qui montre la fréquence des infections, l'incidence d'infections chez les patients hospitalisés, donc des diarrhées plutôt associées aux soins, qui a tendance à diminuer au cours de temps. Et en bleu clair, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui,
c'est la proportion, ou plutôt l'incidence des infections dites communautaires chez des patients qui n'ont jamais été hospitalisés, qui a augmenté de 2011 à 2017 et qui s'est stabilisé depuis 2017. Et au final, et c'est important en termes d'incidence, on a pratiquement autant d'infections dites hospitalières que d'infections dites communautaires. Alors en France, la même étude a été réalisée grâce aux données du SNDS. Et vous avez sur le graphe du haut ici l'évolution des infections assez difficilées hospitalisées, avec une évolution plutôt une tendance à la diminution entre 2015 et 2019, plus particulièrement chez les patients âgés de plus de 85 ans. Et à l'inverse, pour les formes communautaires, ou plutôt les formes d'ICD traitées en ville, on a une tendance globale à l'augmentation d'année en année qui est visible dans toutes les tranches d'âge de la population, que ce soit les patients jeunes ou les patients plus âgés. Et au final, vous voyez que l'incidence arrive à peu près à un chiffre équivalent entre 30 cas pour 100 000 populations. Alors, cette étude est une étude française que j'aime citer. Elle a été réalisée auprès de médecins généralistes qui voyaient des patients qui souffraient de diarrhée, pour lesquels une coproculture a été prescrite, et on a recherché systématiquement le sédif indépendamment de la demande du clinicien. Et parmi les 2500 patients qu'on a étudiés, on s'est aperçu qu'on avait 3,2% des patients qui avaient réellement un Clostridium difficile toxinogène dans les selles, et on avait 1,8% des patients qui avaient des toxines libres dans les selles. Donc, ça montre bien que C. difficile est un pathogène de première importance et en fréquence est le deuxième agent responsable de diarrhée dite communautaire. Alors, nous avons des recommandations à la fois européennes et américaines pour faire le diagnostic. Les recommandations européennes ont été publiées en 2016, les recommandations américaines en 2018. Elles sont, heureusement pour nous, relativement cohérentes les unes avec les autres. Juste avant de passer peut-être à différents aspects du diagnostic et aux algorithmes, je voudrais rappeler, notamment pour les biologistes de ville, que la nomenclature a changé depuis 2019 et que maintenant il existe un forfait pour le diagnostic des infections à C. diff qui comprend en fait toutes les étapes de l'algorithme que je vais vous présenter dans un instant. Et l'acte qui correspond à l'infection à C. diff, c'est l'acte 1033. Alors, avant de passer aux techniques, il y a des points importants à retenir concernant les recommandations générales pour faire le diagnostic. La première recommandation, c'est que seules les selles diarrhéiques, c'est-à-dire les selles prenant la forme du pot, du contenant, doivent être testées. Effectivement, il ne faut pas rechercher le C. diff sur des selles moulées, dans la mesure où il n'y a aucun intérêt à identifier les porteurs asymptomatiques de C. diff. La deuxième mesure importante, c'est de ne pas tester, ne pas rechercher le C. diff chez les enfants de moins de 3 ans. Effectivement, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a un portage particulièrement élevé chez les enfants entre 6 mois et 1 an, qui peut aller jusqu'à 70%. Et ce portage est totalement asymptomatique. Donc, de temps en temps, néanmoins, sur demande du clinicien particulièrement motivé, notamment en cas d'épidémie ou chez des enfants atteints de maladie de Hirschsprung, où il a été décrit des cas potentiels d'infection assez difficile, on peut effectuer cette recherche, mais elle est très limitée et doit être dûment motivée. Un point très important concernant les recommandations générales, qui pour moi est le plus important, c'est que l'efficacité d'un traitement vis-à-vis de l'infection à C. diff ne se juge que par des arguments cliniques et surtout pas par une selle de contrôle au bout de 10 jours de traitement pour voir si on a éradiqué le C. diff. En effet, comme vous le montre ce graphique, à la fin d'un traitement de 10 jours par vancomycine ou par flagile, on a environ 7% des patients qui sont porteurs encore de C. diff alors qu'ils sont devenus totalement asymptomatiques. Et ce pourcentage augmente même dans les suites de ce traitement, puisque entre 1 à 4 semaines après la fin du traitement, on a près de la moitié des patients qu'on retrouve encore positifs avec une souche toxinogène, alors que leur diarrhée est totalement résolue. Le quatrième point, mais ça c'est un point qu'on connaît bien en infectiologie, c'est que si possible, il faut prélever les selles avant le début du traitement antibiotique.
pour éviter une fausse négativation des résultats. Ceci a été parfaitement documenté dans cette étude qui a pris 51 patients qui avaient une infection assez difficile et qui a testé chacun des patients tous les jours après le début du traitement. Et vous voyez que très rapidement, on a une négativation des tests, notamment la PCR se négative dans 14%, 35% et 45% des cas après juste 1, 2 ou 3 jours respectivement. Donc ça montre bien qu'on peut avoir une négativation des tests biologiques lorsque ceux-ci sont réalisés après le début du traitement. Enfin, la dernière recommandation concerne les prélèvements de sel qui sont prélevés sur un écouvillon, ce qu'on appelle les rectal swabs. Vous savez que cet écouvillon est mis dans un liquide de transport. En général, c'est un milieu cariblaire, 2 à 5 ml. Et en fait, ce qui a été montré par rapport à un diagnostic fait à partir de sels natives, c'est que du fait de la dilution de l'écouvillon dans le milieu de transport, on a une perte de sensibilité des méthodes de diagnostic, que ce soit par PCR, par culture, par l'identification de la glutamate déhydrogénase ou de la recherche de toxines. Donc, il faut être conscient que toute celle prélevée sur un écouvillon euh, a une perte de sensibilité et donc peut conduire à un résultat faussement négatif. Alors voyons maintenant quelles sont les différentes techniques que l'on peut utiliser pour faire le diagnostic. On peut les catégoriser en trois groupes. Des techniques qui vont rechercher la présence de sédifs dans les selles, soit par culture traditionnelle sur milieu chromogénique. On a des milieux assez sensibles et faciles à utiliser qui permettent d'identifier aisément les colonies de Clostridium difficile que vous voyez ici. Ou alors, on peut utiliser des tests immunochromatographiques ou immunoenzymatiques unitaires, rapides, qui permettent de mettre en évidence une enzyme particulière de sédif qu'on appelle la glutamate déhydrogénase, la GDH. Et ces méthodes sont très sensibles, mais leur principal inconvénient, c'est qu'elles ne permettent pas de déterminer si la souche qui est présente dans les selles est toxinogène ou non. Le deuxième groupe de méthodes, ce sont des méthodes qui vont identifier les toxines libres directement dans les selles. Il y a une méthode historique qu'on appelait en culture cellulaire qui n'est pratiquement plus réalisée à l'heure actuelle parce qu'elle est complexe et surtout le résultat nécessite 24 à 48 heures. Mais on a à l'heure actuelle beaucoup de méthodes disponibles sur le marché qui permettent de dépister par des tests unitaires la présence de toxines A ou B dans les selles directement. Alors, ces méthodes sont très spécifiques de l'infection à sédif, mais il a été montré qu'elles manquaient de sensibilité, et qu'on peut avoir des résultats faussement négatifs. Enfin, à partir de 2009, sont apparues des méthodes de biologie moléculaire, notamment d'amplification génique, qui permettent de détecter la présence d'une souche potentiellement toxinogène, mais on ne sait pas si les toxines sont réellement produites dans les selles. Donc, ces méthodes sont particulièrement sensibles, mais elles ne sont pas spécifiques de l'infection à sédif parce qu'elles ne permettent pas de faire la différence entre un porteur asymptomatique d'un patient réellement infecté. Donc, prudence avec ces méthodes. Alors, comme vous le constatez, il n'y a aucune méthode parfaite avec une forte sensibilité, une sensibilité élevée, une spécificité élevée, et c'est la raison pour laquelle les recommandations vont préconiser l'utilisation d'un algorithme de diagnostic. En fait, ce qu'il faut savoir, et c'était une conclusion issue d'une étude qui a été publiée dans Lancet Infectious Disease il y a maintenant 10 ans, c'est que la présence de toxines libres dans les selles est mieux corrélée à la sévérité de l'infection. Ça a été parfaitement montré dans cette étude sur plus de 10 000 patients qui ont catégorisé les patients en trois groupes, ceux qui avaient des toxines libres, ceux qui avaient une souche toxinogène, mais dans les selles desquelles on ne retrouvait pas la toxine libre, et les patients en contrôle indemnes de Clostridium difficile. Ils ont regardé quelle était la mortalité, la leucocytose de ces patients, et ils ont montré également que les patients qui avaient des toxines libres avaient une mortalité supérieure à ceux qui avaient une souche toxinogène sans toxine libre, et également une hyperleucocytose supérieure. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le groupe 2 qui avait pas de toxine libre, mais une souche toxinogène, ne différait pas significativement du groupe contrôle, qui était constitué des patients indemnes de sédif. Donc, fort de ces résultats,
l'ECMI, donc la Société européenne de maladies infectieuses et de microbiologie clinique, de même que la Société américaine de maladies infectieuses, préconise l'utilisation d'un algorithme de diagnostic qui commence par une méthode très sensible de dépistage, que ce soit la PCR, soit la recherche de GDH par test immunoenzymatique. En cas de résultat négatif, on peut écarter l'infection à C. diff. Et en cas de résultat positif, il est conseillé alors d'utiliser une méthode dépistant les toxines libres dans les selles, donc une méthode immunoenzymatique, qui, en cas de résultat positif, permet d'affirmer la présence d'infections assez difficiles. Alors, l'algorithme, c'est toujours compliqué à mettre en place au niveau d'un laboratoire, surtout quand il y a deux temps vraiment différents. Certains industriels ont donc mis sur le marché des tests immunoenzymatiques qui dépistent à la fois la GDH et les toxines A et B sur la même cassette, mais de manière séparée. Si les deux cibles sont négatives, à ce moment-là, on peut exclure le diagnostic d'infection. Si les deux cibles sont positives, on peut affirmer qu'il s'agit d'une infection à C. diff. Et lorsque l'on a un résultat positif en GDH et négatif en toxine, à ce moment-là, ça peut vouloir dire deux choses. Soit il s'agit d'une souche non toxinogène, soit il s'agit d'une souche toxinogène, mais avec une production de toxines inférieure au seuil de sensibilité de la méthode. Il est alors conseillé de faire une méthode de PCR qui permet de trancher entre ces deux options. Et si la PCR est positive, à ce moment-là, on a réellement une souche toxinogène et on va faire une évaluation clinique par rapport à d'autres paramètres pour déterminer si le patient est réellement infecté. Et si le résultat est négatif, c'est qu'on a affaire à une souche non toxinogène, donc on peut écarter le diagnostic d'infection AC diff. Alors comme c'est très compliqué de faire cet algorithme, certains ont émis l'hypothèse que, en utilisant les tests de biologie moléculaire et en regardant de plus près ce qu'on appelle le CT, le Cycle-Threshold, c'est-à-dire ce qui permet de quantifier finalement la présence, la quantité de souches toxinogènes, on peut éventuellement prédire la présence ou l'absence de toxines libres dans les selles. Alors, pour valider cette technique, une étude hollandaise est parue en 2018, réalisée sur deux cohortes de patients, beaucoup de patients, et a validé le fait que chez les patients qui avaient des toxines libres, on avait un CT inférieur euh, numériquement aux patients qui étaient PCR+, mais sans toxines libres. Donc, ça montre bien qu'il existe une corrélation entre le CT et la charge bactérienne. Et plus le CT est bas, plus on a une charge bactérienne importante et donc un risque d'avoir un résultat de toxine libre positif. Maintenant, il suffit de déterminer quelle est la valeur cut-off permettant de prédire la présence ou l'absence. Et en faisant une analyse ROC, les auteurs ont montré qu'en utilisant un cut-off à 25 cycles, ça permettait d'avoir une prédiction de l'absence ou de la présence de ces diffs qui avaient une fiabilité de l'ordre de 80%. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est insuffisant pour utiliser un test de PCR seul pour prédire l'absence ou la présence de toxines libres dans les selles. Alors, quelques pièges à éviter sur le diagnostic. Pour ceux qui font de la culture sur des milieux chromogéniques, qui permettent donc d'isoler la bactérie qui a une coloration noire et qui est facilement repérable sur les milieux de culture, il faut savoir que certaines souches ne donnent pas de colonies pigmentées en noir, notamment des souches de PCR ribotype 0,23, car en fait, ces souches ont perdu leur capacité à hydrolyser l'esculine. Or, ces souches de PCR ribotype 0,23 font partie on va dire, des 10 principaux PCR ribotypes qui circulent en Europe. Et donc, il faut se méfier lorsque l'on a, et c'est le cas ici en bas à gauche, une gélose avec un aspect de colonie ressemblant à ces diffs, mais dont les colonies ne sont pas pigmentées. Donc, il ne faut pas simplement regarder et rechercher la présence de colonies noires, mais il faut regarder plus l'aspect des colonies. Deuxième problème qu'on peut avoir dans le diagnostic, c'est l'identification des souches qu'on appelle de PCR ribotype 0,33, qui sont caractérisées par une absence du gène de la toxine B, pardon, et un gène de la toxine A qui est tronqué. Mais en revanche, on a le gène entier de la toxine binaire. Alors, ces souches
font encore l'objet de débats parmi les spécialistes. Certains pensent qu'elles sont peu pathogènes, d'autres, comme nous, pensons qu'elles sont réellement pathogènes. Et on a identifié récemment des patients qui présentaient une colite pseudomembraneuse et qui étaient infectés par ce type de souche. En plus, ces souches, on les retrouve également dans le milieu vétérinaire, chez les animaux à la fois domestiques et les animaux d'élevage. Donc, le problème de ces souches, c'est que si vous utilisez un test immunoenzymatique qui dépiste les toxines A et B, le test va apparaître négatif, puisque la souche ne produit pas toxine A et toxine B, mais seulement la toxine binaire. Et seuls les tests de PCR qui ciblent la toxine binaire, c'est le cas du test GèneXpert ou du test VeriGène, sont capables de dépister ces souches grâce à la présence du gène de la toxine binaire. Troisième piège dans le diagnostic, c'est que certaines méthodes de biologie moléculaire permettent d'identifier une souche dite hypervirulente, qu'on appelle la souche 027, par la mise en évidence à la fois de la toxine binaire, mais aussi d'une particularité dans un gène régulateur qu'on appelle le gène TCDC. Donc au départ, on pensait que ces caractéristiques de la toxine binaire et d'une délétion dans le gène TCDC étaient spécifiques du clone 027, mais avec le temps, on s'est aperçu que ces caractéristiques existaient également chez d'autres PCR-ribotypes, comme le PCR-ribotype 016, 080, 176, 328. Et donc, la conclusion de ces observations, c'est que dès l'instant où vous avez une méthode de biologie moléculaire qui vous identifie de manière présomptive une souche 027, il faut absolument le confirmer, notamment par la méthode classique de PCR-ribotypage en électrophorèse capillaire, pour être sûr qu'il s'agit d'une souche de type 027 hypervirulente. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que C. diff est responsable à la fois de diarrhée communautaire et de diarrhée nosocomiale, et donc les indications de la recherche de C. diff sont très larges et concernent ces deux types de diarrhée. Il n'y a pas de méthode unique permettant un diagnostic à la fois sensible et spécifique, et donc on doit avoir recours à un algorithme de diagnostic que je vous ai présenté, qu'on peut faire la première étape soit par PCR directement, soit en utilisant le dépistage de la glutamate déhydrogénase, que les méthodes immunoenzymatiques qui dépistent les toxines libres ont un manque de sensibilité. Et donc, si on se retrouve, et c'est le cas de la patiente et du cas clinique qui a été présenté il y a un instant, si on se retrouve avec une GDH plus et une toxine moins, à ce moment-là, il faut avoir recours à la PCR qui permet de discriminer et de dire s'il y a une souche non tox qui est non pathogène. Et enfin, la culture, j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à un peu à l'abandonner. Effectivement, elle n'est pas obligatoire pour faire le diagnostic, mais lorsque vous avez des épidémies, il est important de pouvoir isoler la souche pour pouvoir comparer les souches entre elles et de savoir si c'est le même clone qui diffuse chez plusieurs patients. Donc, ce qu'on préconise, c'est de conserver les selles positives en GDH ou en PCR pendant 6 mois, et puis de faire un roulement permettant de ressortir et de recultiver les selles si on avait une épidémie, et de faire des méthodes de diagnostic, de caractériser les souches par des méthodes de whole genome sequencing. Voilà, merci beaucoup. Et je voudrais remercier en fait toutes les personnes qui travaillent au niveau du CNR. Je rappelle que le CNR, vous pouvez nous envoyer vos souches si vous avez une suspicion d'épidémie ou des formes sévères d'infection ou des récidives multiples pour qu'on puisse les caractériser. C'est gratuit et on vous rend les résultats en moins de 10 jours normalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Barbu. On va pouvoir enchaîner avec la présentation du professeur Boutoil, donc sur l'approche plutôt clinique et thérapeutique. Merci Willy. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Et je remercie les organisateurs de m'avoir invité et vous tous et vous toutes d'assister à cette présentation sur Clostridioides difficile. Alors, j'avais mis facile en ville parce que moi, je trouve pas ça si facile que ça, mais on va voir. Et notamment le cas clinique de Willy. Mais on en reparle tout de suite. Mes liens d'intérêt pour cette présentation. Alors, j'ai parlé dans des symposiums pour deux produits dont je vais parler ce soir, hein, qui sont la fidaxomicine et le bezlotoxumab. Alors, si je reviens sur le cas clinique que j'ai trouvé très intéressant, j'ai mis en rouge les choses qui m'ont un peu percuté d'emblée quand Willy nous l'a présenté. Alors l'âge de la patiente, 72 ans, qui prend des IPP,
qui a reçu de la clindamycine pendant 10 jours, dont les diarrhées ont débuté 10 jours après la fin du traitement, avec une forme qui est quand même assez intense, hein, une dizaine de selles par jour, très liquide. On va voir, je vais revenir sur ces éléments après. Et puis, sur les résultats de la bactério, parce que je les trouve enfin, ça illustre pas mal les dilemmes devant lesquels on peut se retrouver. Parce que là, on trouve un Aeromonas, une bactérie qu'on connaît pas toujours très bien, qui est mise en évidence là en PCR. Et donc, outre le Clostridioides, on pouvait se poser la question de la responsabilité. Alors, je le travaille sans filet parce que je n'ai pas su la suite du cas clinique. Donc, tant pis, je vais m'avancer et on verra. Donc, l'aéromonas, j'ai mis un point d'interrogation, hein. C'est une bactérie qu'on trouve dans les milieux aquatiques et aussi beaucoup dans les produits de la mer, les coquillages et les poissons, avec une virulence qui est très variable, hein. On ne connaît pas bien d'ailleurs tous les facteurs de virulence de cette bactérie. Et puis une incidence de diarrhée qui est également très variable selon les pays. Ça ne vous étonnera pas de savoir que c'est en Asie qu'on en décrit le plus des diarrhées aéromonas. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est là où on trouve des populations qui consomment énormément de poissons et de produits de la mer, et notamment des produits crus. Il y a une possibilité de portage asymptomatique dont on ignore la fréquence, mais ce qu'on sait, c'est que depuis que c'est intégré, enfin, depuis qu'on fait des diagnostics par PCR et qu'on a comme ça des panels multiplex, c'est bien, on a tendance à en trouver pas mal. Et probablement qu'il y a un certain nombre de faux positifs dans ces prélèvements. Ce d'autant que ça a plutôt tendance à donner des diarrhées aiguës qui vont être plutôt sécrétoire, auto-limité dans l'immense majorité des cas. Et puis, quelques cas de forme plus sévère chez des sujets fatigués, comorbides, immunodéprimés. Donc, en pratique, je dirais que l'imputabilité des troubles à l'aéromonas, c'est quand même incertaine dans le cas qui a été présenté par Willy, que éventuellement ça peut être en cause si les symptômes persistent en l'absence d'autres causes. Et troisième problème, ça nécessiterait des furoquinolones en traitement. Et si on a une patiente qui a une dysbiose et un clostridioïdes, c'est sûr que ça ne va pas arranger les choses du tout. Donc ça, c'était la première chose, c'était l'aéromonas. Peut-être, Willy, tu nous diras ce qu'il en a été après. Pour ce qui est du clostridioïdes, Frédéric en a parlé larga manu. Donc, effectivement, avec le problème de la sensibilité de la recherche de toxines par EIA. Donc, dans le contexte, on a une patiente, j'ai mis un petit encadré rouge, elle a plus de 65 ans, elle a des comorbidités, elle a reçu des antibiotiques à large spectre il y a moins de 2 mois, puisque ça fait 10 jours. En plus, Willy parlait de l'allergie à la pénicilline, mais clindamycine, si on met sur une échelle de 1 à 100 le risque de faire une ICD, vous mettez l'amoxicilline à 1 et la clindamycine à 100. Donc, quand même, on a un antibiotique qui est particulièrement pourvoyeur. Et enfin, elle prend des IPP, dont on sait que ça a tendance également à favoriser la forme, enfin, la persistance de formes sporulées dans le tube digestif et de créer des dysbioses. Bon, les autres facteurs de risque, c'est l'hospitalisation, comment dire, l'institutionnalisation. Ça vous étonnera pas, le fait d'être immunodéprimé, d'avoir des chimios, d'avoir des nutritions entérales ou parentérales, d'avoir une MICI ou enfin d'avoir un antécédent d'infection à Clostridioides. Mais en tout cas, pour notre patiente, on avait quand même pas mal de facteurs qui font que moi, personnellement, je ne me serais pas jeté sur l'aéromonase d'emblée. Alors, les différentes formes cliniques, Frédéric en a parlé pas mal, hein. C'était juste pour dire que toute diarrhée, toute forme clinique de diarrhée peut être une infection à Clostridioides difficile, que ça aille de la diarrhée simple, sans fièvre, à la diarrhée fébrile, jusqu'à des formes graves avec choc septique et complications anatomiques coliques. Et on a des définitions des formes sévères. Une forme sévère, c'est au moins un des facteurs suivants: une température supérieure à 38,5, une hyperleucocytose supérieure à 15 000, une élévation de la créatinine d'au moins 50% par rapport à la valeur habituelle,
Des critères d'imagerie, si on en a, en l'occurrence c'est au scanner, hein, une distension colique, un épaississement de la paroi colique, une diminution de la prise de contraste de la paroi ou une infiltration de la graisse péricolique. Tout ça, c'est des signes de souffrance de la paroi, hein. On est déjà sur des formes de colite qui sont assez sévères. Et puis, on a les formes sévères compliquées qui sont gravissimes cette fois, hein. C'est des malades qui sont en état de choc, avec des lactates qui sont supérieurs à 5 millimoles par litre, ou s'ils ne sont pas encore en état de choc, ils vont l'être bientôt. Et puis, ça s'accompagne le plus souvent là, de complications anatomiques, hein, à type soit d'iléus ou de mégacolon toxique avec des dilatations du côlon suffisamment importantes pour qu'on craigne la perforation intestinale, qui est un autre stade effectivement de complication de ces formes sévères compliquées. Un seul de ces facteurs, que ça soit dans l'encadré de gauche ou dans l'encadré de droite, ça justifie qu'on hospitalise les patients. Alors, la prise en charge thérapeutique, il y a déjà des choses simples qu'on peut faire, mais auxquelles on ne pense pas toujours. Bon, l'arrêt des antibiotiques inutiles. Bon, alors, encore faut-il que les antibiotiques soient inutiles, mais parfois ça peut être juste, tiens, il a déjà eu 7 jours d'antibio, je vais peut-être pas aller jusqu'aux 10 jours que j'avais prévu, ou ainsi de suite. Vous savez qu'on a plutôt tendance à raccourcir les traitements. Donc ça, c'est une première chose. Ou alors, est-ce que vraiment on était devant une infection bactérienne ou pas? Il y a la balance bénéfice-risque derrière. Bien sûr, ce sont des patients qui peuvent se déshydrater, donc réhydratation, etc., si besoin. L'arrêt du loperamide. Le loperamide, c'est un facteur aggravant, hein, dans ces diarrhées parce que ça aurait tendance à faire évoluer les malades vers des formes potentiellement graves de type mégacolon, voire perforation. Et on sait que c'est un fléau, hein, dans les pays en voie de développement, le loperamide. Si on doit mettre un antidiarrhéique, ça sera plutôt le Turfan, hein, le racécadotril. Et puis revoir l'indication des IPP si besoin, hein. On a beaucoup de patients qui sont sous IPP. Est-ce qu'ils en ont vraiment tous besoin? Ça ressort quand même régulièrement comme un facteur favorisant. Alors, il y a le cas particulier des patients pas graves, pas de fièvre, pas d'hyperleucocytose, etc. Ils ont une diarrhée sous antibiotiques. L'indication des antibiotiques paraît pas forcément indispensable. On n'est pas dans une situation d'épidémie, on n'est pas devant un clone hypervirulent a priori. Bon, c'est une situation de diarrhée simple. On peut se permettre de tenter l'arrêt de l'antibiothérapie sans autre traitement et voir si le malade s'améliore dans les 48 heures. Ça justifie bien sûr que le malade soit pas ait aucun critère de gravité, évidemment, hein. Et puis, il y a des recommandations thérapeutiques qui ont été remises à jour par la Société européenne de pathologie infectieuse en 2021, que je vais vous exposer là. Alors, il y a un tableau là qui est bien fait, il est en anglais, mais les molécules portent le même nom, hein, de toute façon. Et puis, il est quand même assez facile à comprendre. Et je vais vous redétailler un petit peu ces différentes phases de toute façon, en commençant par l'épisode initial, où vous voyez ici, en fait, il y a deux molécules qui sont recommandées, qui sont la fidaxomicine et la vancomycine, et que le métronidazole, pardon, arrive loin derrière. On n'a pas d'autre choix possible, et notamment quand les options préférées ne sont pas disponibles. Et on va en reparler tout de suite après. Alors, le traitement de l'épisode initial, le traitement de référence, c'est la fidaxomicine. C'est un traitement oral. C'est un comprimé 2 fois par jour, Péros, pendant 10 jours. En deuxième intention, les propositions de ces recommandations sont soit la vancomycine, 25 mg par jour Péros. Alors, il n'y a pas de forme orale en France, hein, donc on utilise les ampoules destinées à l'IV qu'on ouvre et qu'on fait boire aux malades, hein, ce n'est pas du tout gênant, pendant 10 jours, et j'ai mis une astérisque. Il ne faut pas qu'il y ait de facteur de risque de récidive. S'il y a des facteurs de risque de récidive, et les facteurs de risque de récidive, vous voyez, on les atteint vite quand même, hein. L'âge supérieur à 65 ans, la survenue de l'ICD en institution, une hospitalisation dans les 3 derniers mois, une antibiothérapie concomitante ne pouvant être interrompue, des IPP qui ont été débutés durant l'épisode actuel et qui ne peuvent pas être interrompus, ou un épisode antérieur d'ICD. Tous ces critères sont des facteurs de risque de récidive. Et dans ce cas-là, il faut non seulement privilégier la fidaxomicine, mais éventuellement discuter un protocole d'administration étendu,
que je vais vous présenter tout de suite après par rapport au traitement standard de 10 jours. Et vous voyez, le troisième intention, c'est le métronidazole uniquement si ni la fidaxomicine ni la vancomycine, ne sont disponibles. Alors pourquoi cette désaffection, si on peut dire, du métronidazole? C'est sur des études qui sont déjà anciennes, qui avaient montré l'infériorité du métronidazole par rapport à la vancomycine, et notamment dans les formes sévères. Et puis, faute de temps, je ne vous présenterai pas des études qui ont montré aussi que les risques de récidive avec le métronidazole sont plus importants, notamment qu'avec la fidaxomicine. C'est pour ça que cette molécule a été rétrogradée en troisième position. Fidaxomicine versus vanco. Eh bien, si on s'intéresse aux études de phase 3, qui datent déjà de 2011, vous voyez la fidaxomicine en bleu foncé, la vancomycine en gris. Eh bien, si on regarde la guérison de l'épisode, ça se vaut. Les résultats sont identiques. Par contre, si on regarde les récidives, eh bien, on voit que clairement, il y a moins de récidives avec la fidaxomicine, et même il y en a 2 fois moins de récidives avec la fidaxomicine, puisqu'on parle en pourcentage ici. Ce qui fait qu'en résultat global, correspondent à guérison de l'épisode plus récidive, eh bien, on a une supériorité de la fidaxomicine par rapport à la vancomycine, qui explique son positionnement en première intention. Alors, les récidives, c'est un problème, Frédéric, on a parlé. Plus on récidive, plus on va récidiver. Là, vous avez le taux de récidive après l'épisode initial, donc on a dit 15 à 25%, mais dès qu'on a une première récidive, le risque de récidiver, ça va être 45%, et si on en a une deuxième, on atteint 65%. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux qui est lié à plusieurs problématiques. D'une part, un microbiote qui reste altéré de manière persistante, et là, on sait que là-dessus, le métronidazole et la vancomycine vont plutôt avoir tendance à faire perdurer, voire aggraver ces perturbations du microbiote. Une réponse immune inadéquate, et notamment l'incapacité du patient à synthétiser des anticorps antitoxines. Et ça, c'est dès que le patient est âgé, dès qu'il a des comorbidités, dès qu'il est immunodéprimé, etc. Et ça aboutit à la persistance, par ailleurs, la persistance des spores. On a vu que c'est difficile de les éliminer, elles persistent, et notamment avec le métronidazole ou la vancomycine, on n'a pas d'action sur les spores. Donc, 3 facteurs qui vont contribuer aux récidives. Alors, le protocole Extend en facteur de risque de récidive, dont je vous parlais tout à l'heure, ça date d'un essai qui a comparé Extend en dispensation étendue versus Vanco. Alors, c'est quoi la dispensation étendue? On fait 5 jours de fidaxomicine à dose normale, c'est-à-dire 2 comprimés par jour. Et si le malade s'est amélioré, ensuite, on passe à un comprimé de fidaxomicine un jour sur 2. Ça nous conduit à 25 jours. On a au total la même quantité de comprimés que si on avait donné 10 jours. On a les résultats qui sont ici. C'était comparé à la vancomycine en traitement standard 10 jours. Donc, traitement de l'épisode initial, même résultat. La vanco donne les mêmes résultats que la fidaxo. Mais par contre, le taux de récidive était considérablement abaissé avec la fidaxomicine en dispensation étendue, avec un taux qui est historiquement bas dans les études, ce qui explique la différence en termes de guérison globale. Malheureusement, la fidaxomicine n'avait pas été comparée il n'y avait pas un troisième bras, fidaxomicine, traitement de 10 jours, ce qui fait que, on ne peut pas être formel sur le fait qu'il faille absolument donner en protocole étendu, même si ces résultats laissent penser qu'a priori, on aurait une efficacité particulièrement importante. Alors, le problème, vous le connaissez toutes et tous, si vous exercez en ville, c'est que ni la fidaxomicine ni la vancomycine ne sont disponibles en ville. On peut continuer d'ailleurs à se demander pourquoi, parce que autant il y a quelques années, la fidaxomicine, ça coûtait 1 200 € la boîte. Maintenant, on a regardé, là, avant de faire ce topo, ça coûte 60 €. Donc, la justification du prix paraît quand même maintenant complètement déplacée. Toujours est-il que quand vous avez un épisode de clostridioïdes difficile et que vous souhaitez privilégier des molécules
qui sont indiqués en première intention, eh bien, il faut passer par une prescription hospitalière. Donc, en fait, le biais qu'on a trouvé, enfin, que vous trouvez, c'est de faire appel à un hospitalier. Alors, quand c'est nous, c'est soit par téléexpertise, et c'est vrai qu'on a tendance, nous, à vous demander de privilégier cela parce que ça vous permet de nous donner le contexte et puis les résultats du labo, un peu comme dans le cas clinique que Willy nous présentait tout à l'heure, ce qui nous permet d'analyser un peu la situation, etc. Soit vous passez par la hotline infectiologique. Alors, pour les du THU de Nantes, elle fonctionne jour sur 7, mais en semaine, l'après-midi uniquement, il faut passer par le standard. Et vous savez, les difficultés qu'on peut avoir à joindre quelqu'un à l'hôpital en passant par le standard. Donc, je me permets de vous donner notre lien Omnidoc de téléexpertise si vous avez besoin, pour ceux qui exercent dans notre ville ou dans notre département. Alors, dans les malades récidives, ça va se compliquer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une récidive? Une récidive, ça survient dans les 8 semaines de l'épisode initial. Sinon, au-delà, c'est un nouvel épisode. Il faut insister là-dessus parce que il y a une définition quand même assez précise des récidives. Si le traitement initial avait été fait par vancomycine ou par métronidazole, eh bien, on va préconiser de la fidaxomicine, alors éventuellement en protocole étendu. Si le traitement initial était déjà de la fidaxomicine, là, on commence à être un peu dans le souci. Alors, on va essayer la fidaxomicine en protocole étendu ou bien vancomycine, éventuellement associé à un antitoxine B qui s'appelle le bezlotoxumab. Pourquoi vancomycine plutôt que fidaxo? Alors, avant, il y avait une raison de prix, ça faisait deux molécules chères. En fait, dans les études, il y a surtout de la vancomycine qui a été étudiée avec le bezlotoxumab. Donc, si on est puriste, effectivement, c'est vanco plus bezlotoxumab. Et s'il n'y a pas de disponibilité de l'un ou l'autre, de la fidaxomicine ou du bezlotoxumab, eh bien, on peut tenter la vancomycine en posologie dégressive. Alors, vous voyez, ça nous mène sur quasiment un mois et demi de traitement. On baisse progressivement la vancomycine de moitié, comme ça, pendant 5 semaines. En troisième alternative, on va dire. Et au-delà de cette première récidive, dès qu'on arrive à la deuxième récidive, clairement, vous avez vu, les taux de récidive sont phénoménaux après. Donc, c'est la place de la transplantation fécale. On retraite l'épisode initial et puis on va très rapidement à la transplantation fécale qui, clairement, a montré une efficacité remarquable. C'est 94% de guérison sans rechute à 10 semaines. Si on ne peut pas faire de la transplantation fécale parce que ça se fait pas partout, et je pourrais en reparler après s'il y a des questions là-dessus, eh bien, on peut tenter un traitement standard, Fidaxo ou Vanco, plus bezlotoxumab, anticorps antitoxine B. Parlons un peu des mesures d'hygiène, notamment si vous bossez en institution, en EHPAD, etc. Qui dit Clostridioides difficile dit risque d'épidémie et transmission inter-malade facile. Donc, il faut une chambre individuelle. Il faut éviter les déplacements, bien sûr, à l'extérieur de la chambre. Pour les soignants, il faut des surblouses, port systématique de gants à usage unique, du matériel dédié si possible, et pour les soins mouillants ou souillants, un tablier plastique à usage unique. L'évacuation des selles, elle se fait par la filière d'Asri. Et puis l'hygiène des mains, c'est important. Je vous rappelle que les solutions hydroalcooliques n'éradiquent pas les spores de Clostridioides difficile. Il faut un lavage mécanique. Donc, on se lave les mains à la solution hydroalcoolique avant d'enfiler les gants. Et avant de quitter la chambre, on enlève les gants, on se lave les mains de manière mécanique au savon doux, à l'ancienne, j'aurais tendance à dire. On rince, on sèche, puis on fait une application de solution hydroalcoolique. Et ça, c'est particulièrement important. Et en termes de maîtrise de l'environnement, vous avez la possibilité soit d'un nettoyage à l'acide peracétique avec un protocole en un temps, soit d'un protocole qui utilise l'eau de Javel avec un nettoyage avec un détergent et après rinçage, une désinfection à l'eau de Javel. Donc les deux protocoles sont validés par le Haut Comité de santé publique et la Société d'hygiène hospitalière. En conclusion, donc, si on fait un résumé, le métronidazole n'est plus recommandé.
la fidaxomicine est le traitement de première intention du premier épisode et de la première récidive. Et en cas de deuxième récidive, eh bien, c'est la place de la transplantation fécale ou bien du traitement Fidaxo ou Vanco avec un anticorps anti-toxine B. Je vous remercie. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Cyril, je te laisse la parole. Bonsoir, merci pour ces interventions qui étaient déjà très claires et un double merci parce qu'en fait on avait plein de questions qui étaient arrivées avant de débuter le webinaire et vous avez répondu quasiment à toutes. Ça veut dire que vous étiez vraiment dans l'attente des auditeurs. Alors, pour commencer sur les questions, la principale question qui est revenue vraiment régulièrement, c'est l'accès à la Fidaxo et en deuxième ligne à la vancomycine. Alors, vous y avez un petit peu répondu, notamment sur ce qu'on propose de faire dans le 44, mais est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez des données sur est-ce qu'il est prévu que la délivrance hospitalière soit levée ou est-ce que ce sera toujours le parcours du combattant? Parce que si on veut respecter finalement les recommandations, c'est pas simple et en discuter autour, ne serait-ce avec mes collègues au corps à midi, c'est que par facilité en ville, enfin, on a tendance à, voilà, à aller plus facilement vers le flagile, alors que c'est pas ce qui est recommandé, notamment pour les risques de récidive. Alors moi, j'ai pas d'infos malheureusement, malgré une tentative d'intervention de la Société de pathologie infectieuse de langue française récente auprès de la NSM. Je ne sais pas si Frédéric a plus de données. La NSM a été effectivement saisie du problème qui était à l'étude, mais à la vitesse de la NSM. D'autant qu'il n'y a plus de frein Ouais. financier maintenant. Hein. Donc vraiment. Ouais. Mais c'est voilà, c'est un réel problème qu'on rencontre. On a un gros service de gastro à Saint-Antoine et ils se plaignent effectivement de rendez-vous, de deuxième rendez-vous de patients qui veulent la Fidaxo, qui sont obligés de repasser par la gastro et d'avoir un rendez-vous en gastro pour avoir une prescription hospitalière. Tu as très bien souligné la problématique. Donc, c'est connu, ça avance, mais pour l'instant, on n'a pas de solution à fournir clé en main. C'est vrai que pour nous, c'est pas confortable non plus parce qu'on fait des prescriptions pour des patients qu'on ne voit pas. Et bon, il faut un dialogue. Bon, vous avez vu un petit peu tous les éléments. C'est vrai que c'est important pour nous d'être sûr que le malade est bien de la diarrhée, bien sûr, hein, qu'il n'est pas juste un prélèvement positif, parce que on a bien vu que une infection à Clostridioides, c'est et la diarrhée et le prélèvement positif. Parfois, ils n'ont plus de diarrhée. Et donc, il n'y a plus d'indication à un traitement, ça c'est important. Et puis, c'est vrai qu'on aime bien avoir le détail des tests. Hein, vous avez vu, il y a les algorithmes à interpréter. Et puis aussi, si c'est une récidive, et donc l'intervalle de survenue par rapport au précédent épisode. Et puis, vous avez vu un petit peu les médicaments favorisants, bien sûr, les antibiotiques, les IPP, etc. Donc, c'est un ensemble de données qui sont importantes pour nous aussi. Et moyennant quoi, on fait régulièrement des prescriptions. Et le problème, après, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne chercher l'antibiotique à la pharmacie de l'hôpital. Si je peux faire un commentaire, dans le cas clinique qui a été rapporté par Willy, je trouve remarquable la conclusion qui est faite, parce que souvent on a des problèmes de conclusion dans le bilan bactériaux, et la conclusion là est tout à fait adéquate. C'est-à-dire qu'ils disent bien qu'il y a une présence d'une souche toxinogène et l'absence de toxine libre mérite une interprétation au regard de la présentation clinique. Alors, pour rester sur le traitement, j'ai une question sur la fidaxomicine chez l'insuffisant rénal et dialysé chronique. Est-ce qu'on a des données? Oui. Alors globalement, nous, on les utilise l'argamanu en néphro-immuno, hein, là où les patients sont dialysés, etc. Il y a zéro absorption digestive. Hein. C'est d'ailleurs probablement pour ça que ça marche bien. Hein. Ou l'Avanco, quand vous l'administrez Péros, c'est absorbé à 0%. Vous avez une absorption à zéro, donc il n'y a vraiment aucun problème. Et peut-être on peut insister sur l'avantage aussi de la Fidaxo, parce c'est assez paradoxal de traiter une infection à C. diff dont le lit est la dysbiose intestinale par un antibiotique qui va maintenir une dysbiose intestinale. Or, la Fidaxo, il a été montré qu'elle a moins d'impact sur le microbiote intestinal
que l'Avanco et encore moins, bien sûr, que le métronidazole qui a un impact très fort sur le microbiote. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle la Fidaxo a sans doute un taux de succès clinique aussi important. Il faut rappeler avec le métronidazole, c'est que c'est un médicament qui est très bien absorbé. Donc, vous avez 90% d'absorption digestive. Donc déjà, il n'y a que 10% qui arrivent dans le côlon, là où se situe le problème. Et l'autre problème, effectivement, notre microbiote, il est essentiellement constitué d'anaérobie, donc pas plus anti-anaérobie que le métronidazole. Pour rester sur la Fidaxo, est-ce qu'on garde la Fidaxo pour un clone hypervirulent? Alors, Frédéric, tu peux... Mais... Alors, en fait, c'est Bon, ça. C'est ouais, pas une vas-y. question de clone, je crois. C'est vraiment une question de présentation clinique et du nombre d'épisodes. Donc voilà, c'est pas l'identification du clone qui décide du traitement, c'est simplement la présentation clinique. Donc la question, elle est en fonction de la présentation clinique, on adapte le traitement et on tient pas compte du type de souche en question. D'autant plus que la plupart du temps, on n'a pas l'information en temps réel, voire on l'a pas du tout. Oui, tout à fait. Donc, de toute façon, enfin, c'est le traitement privilégié. Sauf sur des cas, bon, j'ai pas abordé le sujet parce que des cas extrêmes où on a un mégacolon, un iléus, une perforation, etc. Mais là, on rentre dans des traitements un petit peu tarabiscotés, associés à de la chirurgie, etc. Merci. Patient sous chimio, c'est pareil, ça va. Ouais, c'est même a fortiori, on sait qu'il y a une dysbiose particulièrement importante qui est liée à la chimiothérapie, plus les antibiothérapies qu'ils reçoivent, etc. Donc vraiment, il n'y a pas d'hésitation. Et je dirais même a fortiori. Question sur les interactions entre la fidaxomycine et l'amiodarone qui déconseillerait l'association. Voilà, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, je crois savoir d'où ça vient. Oui. La fidaxomycine, c'est un macrolide-like. Et donc, on doit reprendre les précautions de principe du macrolide, allongement du QT, etc., par rapport à l'amiodarone. Encore une fois, enfin, avec un médicament qui a zéro absorption digestive, moi, j'ai aucune arrière-pensée en tout cas. Je sais pas si Frédéric, tu avais... Non, non, c'est exactement ça. Hmm, Euh, voilà, tu as très bien résumé la situation. hmm. Zéro arrière-pensée. Le Thériac dit aucun problème. Bon, super. Mais je pense que c'est un truc de principe devant le caractère macrolide-like de la molécule. Des questions sur le diagnostic microbio. La première question, c'est qu'est-ce qu'on doit prescrire sur l'ordonnance pour le labo de ville? Recherche de ces diffs et de ces toxines. Donc c'est important de le mentionner parce que beaucoup de labos de ville qui font de la coproculture traditionnelle sont restés encore donc par la culture, sont restés encore sur Salmonelle, Shigella, Campylobacter, éventuellement Yersinia, et n'incluent pas systématiquement le C. diff. Donc pour l'avoir, il faut vraiment le mentionner. Après, il y a beaucoup de gros laboratoires de ville qui font maintenant du diagnostic par approche syndromique, par PCR. C'était le cas du cas clinique où il y a tous les pathogènes les plus fréquents qui sont diagnostiqués, y compris le C. diff. Mais il faut vraiment le mentionner. Et je rappelle que le biologiste peut modifier la prescription s'il considère qu'il faut rechercher le C. diff. Et pardon Cyril, je reviens sur l'amiodarone. Il y a quand même de stipuler une augmentation des concentrations plasmatiques de la Fidaxo. Voilà, pour précision. D'accord. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs. Oui, je bloquais sur le fait que ce soit pas absorbé l'augmentation plasmatique. Ah oui, moi aussi. J'ai une question sur la Sécu qui ne rembourserait pas la PCR. La Sécu, alors c'est pas qu'elle rembourse pas la PCR, c'est que c'est un forfait. Donc, en fait, le forfait ne tient pas compte des méthodes, c'est simplement que le forfait et le remboursement est lié à l'algorithme lui-même. Donc, à ma connaissance, je ne sais pas d'où vient cette notion, mais si on fait une PCR, c'est remboursé sur la hauteur du forfait. Il n'y a pas de risque qu'un patient se retrouve avec une facture de quelque chose qui a. Pas à ma connaissance.
Pour rester dans le diagnostic, oui, est-ce qu'il y a des cas, alors on a bien compris qu'il n'y avait pas de raison de refaire une coproculture systématique. Est-ce qu'il y a des cas où ça peut être justifié de refaire une copro? Dans quel cas Alors, globalement, non, hein. Aussi, au bout de 10 jours de traitement, on a une amélioration clinique. Il n'y a aucune raison de refaire une coproculture de contrôle. Là, on pourrait être amené éventuellement à faire une copro de contrôle. C'est un patient qui, allez, 3 jours après l'arrêt de la Fidaxo, reprend une diarrhée. À ce moment-là, il faut faire une copro pour savoir s'il s'agit d'une récidive. Probablement, il s'agit d'une récidive, mais il faut le confirmer par un test diagnostique. Donc, c'est un peu à distance quand même des 10 jours. C'est pas pour vérifier l'efficacité du traitement, c'est simplement parce qu'on s'interroge sur l'étiologie de la récidive, s'il s'agit toujours du C. diff ou éventuellement d'un autre pathogène qui pourrait être responsable de la réapparition de la diarrhée. D'accord. Alors j'ai une question qui vient directement avec celle-ci, c'est en cas de suspicion de récidive, quel délai pour ne pas être sur la positivité du premier épisode? Bah, théoriquement, au bout de 10 jours, on a une négativation des toxines rapides et un peu moins de la culture. Donc, en fait, dès l'instant où le patient reprend une diarrhée après une amélioration, à ce moment-là, on peut refaire un diagnostic et rechercher avec l'algorithme mentionné le C. diff. Merci. L'intérêt des probiotiques pour la prévention des infections à Clostridium post-antibiothérapie. C'est un vaste sujet. Difficile de tirer des conclusions claires. Une fois on en a, une fois on n'en a pas, mais on n'a jamais les mêmes formulations. Les analyses sont très difficiles. Il y a eu un seul essai randomisé versus placebo qui était l'essai Placide en 2013, où le critère principal, c'était la survenue d'une diarrhée associée aux antibiotiques et qui n'a pas retrouvé de différence. Mais le problème dans cet essai, où il y avait quand même 3000 patients, c'est qu'il y avait très peu d'infections à Clostridioides difficile. Donc, en fait, on n'a jamais eu de preuve de l'intérêt. À part à titre individuel, les patients, on sait bien quand on leur donne des probiotiques, il y en a pas mal qui se sentent beaucoup mieux sur le plan digestif quand ils prennent des antibiotiques. Mais une fois que l'infection à Clostridioides difficile est déclarée, là, globalement, il n'y a probablement pas grand intérêt. On peut peut-être ajouter que ni la Société européenne de maladies infectieuses ni la Société américaine ne recommandent l'utilisation de probiotiques dans la prévention des diarrhées à C. diff chez les patients qui prennent des antibiotiques. Et comme tu l'as mentionné, en fait, probiotique, c'est un terme générique qui comprend énormément de choses. Ça peut être une bactérie, ça peut être un mélange de bactéries, ça peut être même des levures comme Saccharomyces boulardii. Donc, en fait, quand on fait des méta-analyses, tu l'as très bien montré, David, les résultats sont complètement euh, sont pas significatifs parce qu'on mélange des choux et des carottes. Et donc, on aboutit à une absence d'effet significatif. En revanche, certains probiotiques, je pense notamment au Saccharomyces boulardii dans une étude déjà ancienne, a montré un certain degré de protection, mais avec une posologie qui était très importante, hein. C'était 1 gramme par jour pendant 30 jours après le début de l'antibiotique. C'est ça, oui. C'était les pozos qu'on avait avant en sachet, je me souviens, d'ultra levure à 500 mg, alors que maintenant, si je me trompe pas, c'est dosé à 200. Merci. Une question sur l'apport de l'anapate. Quand on a des cas très suspects avec une copro qui n'est pas en faveur, qui est négative, et qu'on a un retour d'anapate qui nous dit biopsie colique très évocateur de colite à Clostridium. Il y a l'anapate et puis il y a l'aspect Endoscopique. macroscopique déjà, hein, de la colite pseudomembraneuse, hein, avec ces espèces de patchs d'ulcération de la muqueuse qui sont évocateurs. Là où ça peut être compliqué, c'est chez des malades d'hémato notamment, où outre Clostridioides, vous avez d'autres, il y a le CMV, il y a il y a la GVH, il y a des facteurs confondants qui parfois font que ça peut être assez compliqué. Mais c'est vrai que même avant l'anapate, on peut être amené à faire une recto
pour aller chercher des arguments déjà macroscopiques, visuels en faveur d'une colite pseudo-membraneuse quand on n'est pas, dans certains cas particuliers. Parce que c'est vrai qu'avec les techniques diagnostiques qu'on a, on va rarement à la rectosigmoïdoscopie maintenant. Ça peut être dans les Mickey, etc., où parfois c'est pareil, c'est pas facile de faire la part des choses. Question d'hygiène, la durée d'isolement. Alors, et aussi la question, elle est posée en établissements médico-sociaux. Et moi, je pense indirectement, qu'est-ce qu'on peut conseiller aussi en ville, quoi, enfin, pour le patient en ambulatoire, aussi bien enfin, en termes d'hygiène, de prévention et d'isolement et de mesures d'hygiène pour le patient au domicile. C'est une bonne hygiène déjà, et notamment une bonne hygiène des mains, une désinfection peut-être des toilettes justement à l'eau de Javel, et puis limiter si possible les contacts avec d'autres personnes fragiles et éviter que quelqu'un prenne des antibiotiques dans le logement familial, si je peux dire. Et en institution, c'est assez bien validé, hein, c'est au moins 48 heures sans diarrhée. Donc, au-delà de 48 heures d'arrêt de la diarrhée, on peut lever les mesures d'isolement. C'est basé sur le fait que la dissémination des spores de sédif chez un patient diarrhéique est très importante, donc quand le patient est diarrhéique, mais beaucoup moins quand le patient est non diarrhéique. Et pour compléter ce que disait David sur les mesures en milieu, enfin chez soi, en milieu communautaire, hormis la désinfection des toilettes après chaque selle, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et l'hygiène des mains, bien sûr. Il y a des documents qui circulent dans les réseaux des CEPIAS à destination justement des patients qui rentreraient chez eux avec un traitement acédif et qui s'interrogeraient sur les mesures à mettre en place chez eux. Donc, c'est accessible en ligne sur le site du CEPIAS, notamment celui de Paris. Merci. Et alors, je m'excuse vraiment si j'ai loupé ce passage, mais la durée des diarrhées, rapidement, on va avoir une amélioration, mais je pense que les diarrhées peuvent persister. Ça veut dire qu'il y a un isolement qui peut se prolonger. Je pense personne en EHPAD ou voilà. Alors, la durée d'amélioration sous traitement, avec de la Fidaxo, on considère que c'est 3 jours, allez, maxi 4. Avec le métronidazole, on sait que les gens s'améliorent plus lentement, ça va jusqu'à 5 jours. Si vous avez 0 amélioration entre 3 et 5 jours, c'est que ça marche pas. Donc, il faut se poser des questions ou sur le diagnostic ou sur la thérapeutique. Ça sur la surveillance du traitement, David, mais alors du coup, pour l'isolement, si on garde des selles, enfin un transit qui est perturbé pour le coup malgré tout, même s'il y a une amélioration, on garde les Ouais, gens isolés jusqu'à 48 heures après retour au transit. a priori. Ouais, merci. Et alors, pour ce qui est de l'amélioration spontanée, c'est encore plus long. J'ai une expérience là-dessus où une patiente remplissait les critères et du coup n'avait pas été traitée avec une amélioration au bout de 48 heures modeste, mais amélioration tout de même. Et les diarrhées ont quand même mis 10 à 15 jours à rentrer complètement dans l'ordre. Les dysbioses, c'est long, hein. Quand on donne des antibiotiques, en fait, les effets sur le tube digestif, c'est 6 mois. Donc, c'est vrai que c'est pas étonnant que ça puisse être aussi long. Et souvent, les patients traités pour leur infection acédif, même traités avec succès, ne reviennent pas à l'état de base initial complètement. Il y a souvent un inconfort digestif qui subsiste, des selles qui peuvent être un peu molles, etc. C'est souvent rapporté par les patients eux-mêmes. Et du coup, c'est ce qui est assez spectaculaire quand on fait des transplantations de matière fécale, parce qu'on passe d'une situation catastrophique à quelqu'un qui, en allez, moins de 48 heures, hein, va être complètement transformé. C'est vraiment spectaculaire. J'ai encore quelques questions ou quelques retours de questions qui ont déjà été posées, notamment sur le forfait qui n'est pas suffisant économiquement pour multiplier les méthodes selon l'algorithme. Alors, c'est possible. Alors, c'est vrai que c'est une problématique qu'on n'a pas trop à l'hôpital, parce qu'on fait pas très attention au forfait, qui est typiquement une problématique de laboratoire de ville. Oui, c'est un forfait global
donc qui est, j'allais dire, avantageux lorsque le résultat du screening est négatif, hein, qu'il est un peu moins lorsque le résultat nécessite de prolonger une deuxième méthode, voire une troisième. En fait, c'est ça, c'est le principe du forfait. C'est qu'il faut voir ça dans sa globalité. Mais à titre individuel, voilà, ça, effectivement, on peut dépasser le forfait si on a un algorithme qui commence par GDH ou par oui, GDH qui est positif, toxine qui est négative. On fait derrière la PCR, là, ça coûte, voilà, ça coûte relativement cher. Merci. Je n'ai pour l'instant pas d'autres questions. Par contre, j'ai beaucoup de remerciements pour votre présentation et la clarté de votre présentation. Je n'ai pas d'autres questions sur le chat pour l'instant. Vu qu'on a un peu dépassé, on va peut-être pouvoir. Juste en conclusion, du coup, si j'ai, excuse-moi, oui, je suis très bavard, tu sais. Sur les transplantations de matière fécale, bon, pour l'instant, on transplante encore à partir de donneurs dans les services de gastro, etc. Il y a pas mal de travaux pour, parce que ça reste compliqué, ça se fait pas partout, pour qu'on puisse faire de la transplantation un de ces jours en gélules, etc. Donc, pour l'instant, il y a un effet dose, donc c'est pas forcément évident. La plupart des essais ont montré des résultats inférieurs à la transplantation classique, mais bon, il y a énormément de recherches et d'essais là-dessus. Donc, probablement que dans les années qui viennent, ce sera beaucoup plus simple de faire de la transplantation de matière fécale. À suivre, et donc même au-delà des ICD d'ailleurs, la transplantation fécale a sûrement encore pas mal de choses à dire. Je vous propose peut-être qu'on clôture le webinaire. David et Frédéric, merci encore vraiment beaucoup pour vos présentations de qualité et les réponses aux nombreuses questions. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et pour vos questions. Merci à Jean-Paul pour la technique. Et bien, bonne soirée à tous et puis à bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir.